Notre grand angle, il est consacré ce soir à des questions sensibles et qui divisent l'opinion publique. Les animaux ont-ils des émotions et des sentiments? Doivent-ils être mis sur un pied d'égalité avec les êtres humains? Parfaitement répondent ceux que l'on appelle les antispécistes, dont fait partie Pierre Sigler, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes documentaliste, vous êtes aussi rédacteur au Cahier antispéciste et vous avez participé à cet ouvrage collectif, La Révolution antispéciste. C'est aux éditions PUF, Presse universitaire de France. Alors les mots sont importants. Quand on entend révolution antispéciste comme ça fait peur, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi le spécisme au juste? Alors, la définition la plus simple, c'est de considérer que l'espèce est un critère moral valable. Et du coup, en pratique, faire des choses aux animaux qu'on ne ferait pas aux humains pour la seule raison qu'ils ne sont pas humains. Ça veut dire que c'est établir une hiérarchie entre l'être humain et les animaux et les autres espèces. Une discrimination plutôt. Hiérarchie, c'est un peu vague. C'est donc l'idée selon laquelle l'espèce à laquelle appartient un être vivant constitue en soi un critère de considération morale. C'est en tout cas ce qu'on peut lire en ouverture de votre ouvrage. C'est la croyance d'une supériorité, si l'on peut dire. Comment l'expliquez-vous d'ailleurs ? Disons qu'on a toujours fonctionné comme ça. Les humains favorisent les humains. On a commencé à chasser à la préhistoire et on a continué. Voilà. Parce que les animaux sont privés de parole, peut-être ? Oui, sûrement, mais oui, ils sont différents en de nombreux points. Voilà. Et c'est ça qui sert de justification au spécisme. Mais en fait, on s'aperçoit quand on discute avec les gens que ce n'est pas vraiment la raison de fond. Par exemple, quand on a appris à des chimpanzés, par exemple, à parler en langue des signes, aussitôt, tout le monde ne s'est pas dit il faut leur accorder les droits humains, etc. On a été chercher un autre critère. Ce n'est pas un argument valable, oui. Voilà, c'est plus, on fonctionne comme ça et on cherche des arguments pour justifier le fait que les choses continuent. Ouais. Alors, les animaux sont-ils, selon vous, doués de sentiments et d'émotions ? Oui, absolument. Parce que vous abordez la question du processus cognitif, de la mémoire dans cet ouvrage. Quel est l'état des recherches sur ce sujet ? Oui, alors de la mémoire, de la conscience, quels sont les animaux conscients. Alors tous les vertébrés le sont. Donc c'est les poissons, oiseaux, mammifères. Et on a quand même pas mal d'arguments pour penser que les insectes sont conscients aussi, ainsi que des invertébrés marins qu'on appelle les céphalopodes, les pieuvres, les calmars. Alors aujourd'hui, c'est quoi être antispéciste? Alors s'opposer à cela, s'opposer à ne pas considérer les animaux au même titre et sur le même pied d'égalité que les êtres humains, c'est quoi concrètement? C'est justement prendre en compte à égalité les intérêts de chacun et essayer de les traiter au mieux. Au quotidien, comment ça se manifeste? Donc, on imagine ne pas manger de viande? Bien sûr, voilà. Donc il y a ce que les gens connaissent mieux, le véganisme, les gens qui refusent les produits issus de l'exploitation des animaux, des élevages. C'est quoi la différence d'ailleurs entre antispécisme et véganisme? Le véganisme, c'est la pratique. Voilà. Mais on peut être d'ailleurs végane sans être antispéciste, simplement parce qu'on est horrifié par l'élevage industriel, par exemple. Alors c'est un véritable ouvrage à dimension philosophique. Vous expliquez notamment dans ce livre que considérer l'homme comme supérieur aux animaux relève d'une tradition ancienne, héritière de la pensée aristotélicienne. Aristotélicienne, oui. Aristotélicienne, pardon. Oui, c'est un philosophe grec de l'Antiquité qui avait une vision de l'ordre naturel avec une hiérarchie naturelle entre les espèces. Alors bien sûr, les citoyens étaient au sommet et les femmes étaient déjà de rang inférieur. Les esclaves étaient faits par nature pour servir les citoyens. Voilà, Mais pour vous, c'est le même processus qui conduit, par exemple, au racisme et qui conduit à faire du mal aux animaux. Vous allez jusque-là ? Oui, il y a beaucoup d'ailleurs d'études empiriques en sociologie ou en psychologie qui montrent qu'il y a une corrélation entre les opinions sexistes, racistes et spécistes. Parce que voilà, quand on a une vision hiérarchisée du monde avec des gens supérieurs qui doivent dominer des d'autres êtres vivants, des individus supérieurs, voilà, quand on a
cette vision très essentialiste où on va l'appliquer à peu près à tout le monde, en fait. Il n'y a pas de raison que ça reste que sur les animaux. En tout cas, ça devient un sujet éminemment politique, au point qu'en Belgique, vous le savez sans doute, un nouveau parti unifié et bilingue, francophone, néerlandophone, a vu le jour dans l'arène politique belge. Il est baptisé Dir Animal. Dir, c'est le mot néerlandais pour dire animal. Ce nouvel acteur est antispéciste, tout comme vous. Il souhaite mettre la question des droits animaux au centre de la société et de l'attention. On regarde un extrait de ce reportage tourné par notre partenaire belge, la RTBF. Dir Animal, c'est son nom, est un parti que ses fondateurs qualifient d'antispéciste. L'antispécisme, ça vient du spécisme, donc l'espèce. Et nous sommes contre toute forme de discrimination envers l'espèce, donc envers les animaux. Pour nous, tout être vivant doit être considéré au même pied d'égalité que les humains, que la planète. Mais que prévoit ce tout nouveau parti en termes de programme ? De modifier notamment la Constitution et le Code civil afin de changer le statut légal des animaux, de créer un ministère pour la protection animale, de mettre fin aux élevages industriels et intensifs. Un programme que les dirigeants de Dir Animal qualifient d'ambitieux, mais pas surréaliste. Ambitieux, mais pas surréaliste. Pierre Sigler, une réaction à ces propositions concrètes ? Oui, elles sont assez consensuelles, voilà, parce que voilà, ils ne demandent pas la lune. En fait, tout le monde est d'accord pour dire que l'élevage industriel, c'est pas bien, ça va pas. Donc ça peut rassembler, d'ailleurs, au-delà des antispécistes, souvent les partis animalistes, on en a en France, il y en a aux Pays-Bas, en Autriche, voilà, rassemblent le plus large. Il rassemble les gens sensibles à la cause animale. Alors j'aimerais vous montrer une autre image, puisqu'aujourd'hui en Thaïlande, c'est la journée nationale des éléphants. C'est la fête la plus importante du pays. On va voir qu'ils sont choyés, qu'ils sont l'objet de toutes les attentions, que les enfants sont contents, que l'on prie. En fait, on a envie de vous dire, on a choisi de vous montrer cette image, c'est que le rapport aux animaux, il n'est jamais innocent. Suivant telle ou telle religion, on ne va pas manger tel ou tel animal. Ça va être le cochon, le porc pour certains. Ça va être protéger la vache et ne pas la manger pour d'autres. Comment expliquez-vous ce rapport de l'être humain aux animaux qui est jamais anodin, en fait ? Je pense qu'on a quand même conscience que c'est... qu'en mangeant des animaux, on fait du mal. Enfin, que c'est pas pareil que de manger une plante qui ressent rien du tout. Et du coup, il y a toute... Certains disent que les plantes le ressentent, d'ailleurs. Oui, mais en fait... Pourquoi vous n'allez pas jusque-là, justement ? Quelle est la différence ? Parce qu'on a étudié... J'ai travaillé sérieusement sur la question de la conscience, quels sont les mécanismes. Voilà, les mécanismes, les marqueurs comportementaux, etc. Et il n'y a aucun signe de conscience chez les plantes, et même chez certains animaux, d'ailleurs. On ne cherche pas à dire que les animaux... à séparer animaux qui... et végétaux. Notre critère, c'est la sensibilité, la sentience. Donc voilà... savoir si un être ressent des choses, si ce qui lui arrive lui importe, si ce qu'on lui fait peut être perçu par lui comme bien ou mal. Est-ce que vous sentez qu'il commence à y avoir une prise de conscience avec notamment toutes ces affaires liées au scandale des abattoirs en France, mais pas seulement, un peu partout dans le monde francophone et au-delà ? Oui. Alors c'est sans commune mesure avec il y a seulement 10 ans. Enfin, mais en quoi est-ce une révolution ? Pourquoi vous parlez de révolution ? Alors c'est une révolution un peu intellectuelle, parce que l'antispécisme, à mon avis, conduit pas juste à se soucier des animaux comme ça, c'est une autre façon de penser l'éthique, déjà de se fonder sur la conscience et pas sur l'appartenance à tel groupe, que ce soit l'espèce ou la nationalité ou quoi que ce soit. Et vous, comment avez-vous pris conscience de ces enjeux ? Comment êtes-vous venu à ce sujet ? Comment êtes-vous devenu tout simplement antispéciste ? Eh bien, je dirais que c'est... Je m'intéressais aux animaux, j'étais déjà végétarien, j'ai commencé à me documenter et du coup j'ai lu les cahiers antispécistes en l'autre, mais aussi les bouquins des philosophes qui ont initié le mouvement. L'antispécisme, c'est une philosophie ? Oui, c'est un... Enfin, c'est plutôt une... En fait, c'est un terme négatif qui dit une opposition au spécisme. Mais oui, c'est très lié à la philosophie morale, en fait.
Ça a pour vocation principale la remise en cause, donc, hein, vous l'avez dit, du spécisme, mais aussi l'exploration, l'implication scientifique, culturelle, politique. Qu'est-ce que, au fond, cela dit de nos sociétés, ce débat? Eh bien, mine de rien, elles évoluent. Beaucoup de gens sont nostalgiques et pensent que c'était mieux avant, mais on voit que sur le racisme est de moins en moins... Enfin bon, là les gens seront... Mais voilà, le féminisme est de plus en plus accepté. La fessée, qui il y a encore 30 ans était un outil pédagogique comme un autre, est de plus en plus critiqué. Donc il y a eu une progression de la sensibilité. Mais vous allez parfois très loin. Vous proposez même ce qu'on pourrait appeler l'interventionnisme, c'est-à-dire d'entrer dans les parcs naturels et d'empêcher, par exemple, que les lionnes ne mangent trop de brebis, de cerfs. Est-ce que c'est pas là le risque de modifier la chaîne alimentaire et au fond de porter un coup à la nature? Oui, alors ça c'est un débat, hein, tous les antispécistes. Vous n'êtes pas tous d'accord? Voilà, ouais, il y en a qui sont plutôt souverainistes, qui vont voir les animaux sauvages comme des nations souveraines et donc avec la sélection naturelle, on n'intervient pas. Voilà, on n'intervient pas. Et vous dites? Alors que là, on a présenté les arguments interventionnistes, parce que justement, c'est un peu une illustration de notre réflexion sur l'idéologie de la nature, on a une sorte de révérence pour l'ordre naturel qui fait que une gazelle qui serait dans un zoo et qui souffrirait, ça scandaliserait tout le monde. Beaucoup de gens sont scandalisés par les zoos. Alors que cette même gazelle, si elle habite dans la savane, tout d'un coup, tout ce qui lui arrive, c'est la fatalité. Mais elle en mange d'autres aussi, les animaux. La pas gazelle, forcément. Non. D'insectes. Ah, peut-être par accident, oui, ça c'est possible. Donc ça ne remet pas en cause la sélection naturelle, selon vous, d'intervenir? Ça ne remet pas en cause... L'écosystème, en tout cas. La sélection naturelle est un phénomène amoral, donc il n'y a pas de raison de le vénérer plus que ça. Enfin, Merci beaucoup, Pierre Sigler, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc documentaliste, rédacteur au Cahier antispéciste et que vous avez participé à cet ouvrage collectif, La Révolution antispéciste. C'est aux éditions PUF. Merci beaucoup à vous d'avoir été notre invité.